Nous n'étions pas riches, loin de là. Mais nous avions appris à faire du surplace sans trop engloutir. J'arrivais à l'usine de quincaillerie au lever du soleil, je faisais une journée complète, puis je me rendais dans un bar de ruelle ou un entrepôt fermé pour un consultant en sécurité freelance. Des boulots payés au comptant, juste assez pour combler les trous que le salaire d'usine ne comblait pas. L'usure du temps se lisait sur moi plus que sur mon compte en banque. Notre maison était modeste, nichée entre deux unités qui semblaient figées dans le temps. L'une organisait toujours des barbecues, l'autre était toujours en rénovation, mais jamais terminée. Mais elle était à nous. Elle avait été construite à coups de nuit tardive, d'applications de gestion de budget et de cette fatigue qui vous colle à la peau comme du ciment. Camille travaillait dans le marketing, et elle était douée. Mais après la disparition de son dernier emploi suite à une restructuration d'entreprise, elle a démissionné. Elle a dit qu'elle en avait assez d'être sous-estimée et a juré de trouver mieux. C'était il y a plus d'1 an. Depuis, sa recherche d'emploi s'était transformée en longue sieste, achat en ligne et trop de verres de vin séchant près de l'évier. Je me disais qu'elle avait besoin de temps. Nous nous étions disputés à plusieurs reprises à ce sujet. Rien d'explosif, mais suffisamment pour semer la tension entre nous. Je pensais que le ressentiment s'estomperait une fois qu'elle aurait trouvé une solution. Je ne m'attendais pas à ce que ce quelque chose arrive avec des sièges en cuir et un toit ouvrant panoramique. C'était un mardi après-midi quand c'est arrivé. J'étais rentré tôt d'une consultation annulée et je m'étais garé dans l'allée pour la trouver déjà occupée. Un Range Rover blanc étincelant trônait tel une sculpture devant notre garage, flambant neuf, sans une seule trace de saleté. J'ai ralenti jusqu'à m'arrêter, perplexe un instant. Peut-être était-ce la voiture d'un voisin, une livraison. Je me suis approché, les clés toujours à la main, le cœur battant la chamade pour une raison que j'ignore. La porte d'entrée s'est ouverte. Camille est sortie, vêtue d'un chemisier fluide couleur crème que je ne connaissais pas. Elle n'a pas semblé surprise de me voir. En fait, elle sourit, jeta ses clés sur le comptoir d'un mouvement désinvolte du poignet et s'appuya contre l'encadrement de la portière comme si elle revenait d'un brunch entre amis. « Ça te plaît ?» demanda-t-elle d'une voix légère, presque enjouée. Je la fixai du Range Rover, face à l'absurdité du moment. « Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? » « C'est le minimum, » dit-elle en balayant la question d'un geste de la main. « À long terme. »« Ne t'inquiète pas, » je clignai des yeux. « Le minimum ? Comment ? Avec quel argent ? » Elle sourit, les lèvres pincées, trop vite. Le genre de sourire qui semblait appris. J'ai mes habitudes. C'est tout. Pas de détails, pas de plan, juste cette réponse d'une impertinence exaspérante. Je contemplais à nouveau la voiture, le capot brillant, les pneus neufs, l'étiquette du concessionnaire toujours accrochée au rétroviseur, comme si elle annonçait fièrement sa sortie du showroom. J'ai senti quelque chose se nouer au fond de moi. Ni jalousie, ni colère, quelque chose de plus froid, quelque chose qui m'indiquait, sans même connaître les détails, que quelque chose avait changé et que je l'avais manqué. Elle se retourna et entra comme si elle avait des courses à ranger, me laissant debout sur le porche, le soleil se reflétant sur le pare-brise et me brûlant la nuque. Je ne la suivis pas tout de suite. Je restai planté là, laissant le silence s'infiltrer dans mes oreilles. Le monde semblait penché, déséquilibré. Nous n'en avons pas parlé ce soir-là. Pas vraiment. Je lui ai redemandé plus tard, tandis qu'elle cuisinait des crevettes surgelées dans une sauce dont elle avait lu un article sur Pinterest. Camille, dis-je, on est déjà à bout de souffle. Du moins, comme ça. Elle ne leva pas les yeux de la poêle. C'est réglé. Ce n'est pas une réponse. Elle se retourna alors lentement, s'essuyant les mains sur une serviette. Je t'ai dit que je ne suis pas impuissante. J'ai trouvé une opportunité et je l'ai saisie. Tu devrais être heureuse. Nous avons une voiture fiable maintenant. Mais comment ? Elle me fixa du regard et, pendant une brève seconde, je vis quelque chose scintiller derrière ses yeux. Ni culpabilité, ni fierté, juste un calcul. Comme si elle se demandait si j'allais supporter la vérité, ou si elle me devait même autant. Finalement, elle a dit, ne t'inquiète pas, ce n'est pas ton problème. Mais si. Il était planté dans mon allée, comme un drapeau planté dans un sol que je croyais partager. Et à cet instant, j'ai réalisé que je ne savais plus très bien quelle partie de notre vie nous appartenait à tous les deux et lesquelles étaient devenues siennes. Ce soir-là, après qu'elle se soit couchée, je me suis tenu à la fenêtre dans le noir, regardant le Range Rover sous le lampadaire. Il n'avait rien à faire ici. Il était trop propre,
trop bruyant dans son silence, trop rempli de questions sans réponse. Mon reflet dans la vitre paraissait plus vieux que ce matin-là. Fatigué, plus petit. Je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrêtais pas de penser aux mensualités, à l'assurance, aux risques, et au fait qu'elle ne m'ait pas posé la question. Pas une seule fois. Pas de conversation, juste l'arrivée. Mika est sortie vers minuit en se frottant les yeux. « Pourquoi es-tu debout, papa ?» Je lui ai ébouriffé les cheveux et j'ai murmuré. « Impossible de dormir. » « Une partie de cartes ?» J'ai souri. « Juste une partie. » « D'accord. » On s'est assis sur le canapé et on a fait une rapide partie de Go Fish. Il était vif, observateur. Il n'a pas posé de questions sur la nouvelle voiture. Pas encore. Mais je l'ai surpris à jeter un coup d'œil vers l'allée, et j'ai su que les questions allaient arriver. En le bordant, j'ai embrassé son front et je suis resté là un moment de plus que d'habitude. Puis je suis retourné à la cuisine, je me suis servi un verre d'eau et j'ai regardé à nouveau par la fenêtre. Le Range Rover brillait sous le clair de lune, et j'ai dit, rien. Pas encore. Ça a commencé progressivement, comme la pierre qui glisse sous la peinture. Le téléphone de Camille ne m'avait jamais intéressé auparavant. Elle l'utilisait comme la plupart des gens, faisant défiler les pages en regardant la télévision, visionnant des vidéos à n'en plus finir le soir avant de se coucher. Mais ces derniers temps, elle a commencé à le traiter comme une bombe à retardement. Il n'était plus jamais laissé face visible. Toujours l'écran baissé ou serré fort lorsqu'elle se déplaçait d'une pièce à l'autre. Une fois, il a vibré sous la douche, et la façon dont elle s'est envolée, trempée, juste pour l'attraper avant que je puisse jeter un coup d'œil à l'écran. C'était là. Première vraie confirmation que quelque chose clochait. Elle a commencé à verrouiller le téléphone, changeant son mot de passe 2 fois en une semaine. Je l'avais remarqué, car elle me demandait de consulter ses messages ou d'écouter de la musique sur l'enceinte Bluetooth pendant qu'elle cuisinait. Maintenant, à la seconde où je le prenais, elle était sur moi comme si je cherchais une arme. « Pourquoi as-tu besoin de mon téléphone ?» a-t-elle craqué une fois, me l'arrachant des mains avant même que je puisse cligner des yeux. Je ne fouinais pas. J'essayais juste d'éteindre une alarme pendant qu'elle était dans le jardin. C'est là que j'ai su que je n'imaginais rien. C'est là que le soupçon est passé à la certitude. Mika l'a remarqué aussi. Il n'a pas dit grand-chose au début. Il n'avait que 10 ans, mais les enfants captent plus de choses qu'on ne le pense. Un soir, alors que nous étions assis à la table de la cuisine en train de jouer tranquillement à la guerre, il leva les yeux, ses grands yeux marrons embués d'une gravité que je n'avais jamais vue en lui auparavant. « Maman chuchote tout le temps dans la salle de bain », dit-il comme s'il essayait de résoudre une énigme à voix haute. Et elle ferme la porte même quand elle ne fait rien. Je gardais un visage neutre, continuant à mélanger les cartes comme si ces mots ne m'avaient pas frappé comme un marteau. « Elle est probablement juste stressée », dis-je faiblement. « Les stressés ne chuchotent pas », répondit-il. Il crie. Cette phrase m'est restée en tête. Je n'ai pas pu l'oublier, même des heures plus tard, allongé dans mon lit à côté d'elle. Elle était sur le côté, le dos tourné, son téléphone s'éteignant toutes les quelques secondes avant que l'écran ne s'allume à nouveau avec des notifications. Silencieuse, pas de bourdonnement, pas de sonnerie, juste de la lumière, juste des secrets. Puis arrivèrent les tickets de caisse. Camille avait toujours aimé faire les magasins, plus flâner qu'acheter, mais ces derniers temps, les colis arrivaient plus souvent. Des robes encore étiquetées, des chaussures empilées et des colis non ouverts dans le placard. J'ai trouvé un sac Nordstrom caché sous le lit avec du papier de soie encore impeccable à l'intérieur. « Retour », a-t-elle dit quand je lui ai demandé. Je n'aimais pas la coupe, mais les sacs ne sont jamais partis. Les étiquettes sont restées. Un soir, j'ai fouillé le placard et j'ai trouvé 2 robes identiques, de tailles différentes, jamais portées. On n'était pas sortis depuis des mois. Ni à des dîners, ni à des fêtes. Elle ne s'habillait pas pour moi. Puis j'ai commencé à voir des frais sur nos courses Uber communes à des heures indues. Minuit, 2 heures du matin. Des destinations que je ne reconnaissais pas. L'une d'elles était un complexe d'appartements à l'autre bout de la ville. J'ai cherché sur Google. Élégant, moderne, cher, certainement pas la maison d'un ami. Je lui ai posé la question. J'avais un entretien tardif. Elle a parlé d'une nouvelle start-up. Il l'hébergeait là-bas. Bizarre, non? Tu as décroché le poste? Elle a hésité. Non, ils ne m'ont pas rappelé.
Quelque chose dans sa voix s'est brisé un instant avant qu'elle ne se reprenne, ne se calme et ne s'éloigne. Je ne l'ai pas suivi. C'est ça le problème avec le doute. Il ne crie pas. Il murmure. Il persiste comme un brouillard dans une pièce, assez épais pour obscurcir, mais trop léger pour être saisi. Chaque fois que je voulais la confronter, quelque chose m'en empêchait. Peut-être était-ce Mika. Peut-être était-ce l'épuisement. Ou peut-être était-ce la peur. La peur que le dire à voix haute rende la chose réelle, que si j'avouais que je pensais qu'elle me cachait quelque chose, je devrais admettre que je ne connaissais plus ma femme. Une nuit, je suis resté éveillé après qu'elle se soit couchée. J'ai sorti les relevés de carte de crédit, parcourant chaque ligne avec une tension croissante. Uber Nordstrom, une étrange boutique en ligne dont je n'avais jamais entendu parler. Puis un autre débit, indiqué BR Holdings LLC. C'était un petit montant, seulement $62, mais c'est le nom qui m'est resté en tête. J'avais déjà vu ses initiales. Le lendemain, j'ai appelé la société émettrice de la carte pour demander les coordonnées du commerçant. Il refusait de donner des détails, pas sans la permission de Camille. Alors, j'ai commencé à tenir des registres, des copies papier, des captures d'écran, un dossier glissé dans mon casier de travail, loin de chez nous. Je ne voulais pas devenir paranoïaque, mais chacun de ces gestes, chaque déviation, chaque doux sourire, chaque « ce n'est rien », murmuré quand je la surprenais troublée, nourrissait le sentiment que quelque chose bouillonnait sous la surface. Mika est entré dans la cuisine un après-midi pendant que je consultais un de ses relevés. Il a regardé l'imprimé, puis moi. « On a des ennuis ?» a-t-il demandé. « Non, mon pote » ai-je dit rapidement en cachant les papiers. « Je vérifie juste quelques factures. » Il a hoché la tête. Mais avant de partir, il a dit que j'avais entendu maman dire qu'elle allait être absente plus souvent pour le travail. Elle a dit à quelqu'un que ça commençait bientôt. J'ai attendu un instant. Elle t'a dit ça? Non, elle était au téléphone. J'étais dans le couloir. Elle ne savait pas. Il a marqué une pause, puis a ajouté. Elle avait l'air heureuse. Après son retour dans sa chambre, je restais assise là, à contempler la table. Les veines du bois n'avaient jamais été aussi nettes, aussi précises. Cette table avait été la première chose que nous avions achetée après avoir emménagé. Payée en plusieurs fois. Nous l'avions construite ensemble un dimanche après-midi pendant que Mika faisait la sieste. Camille avait renversé du vernis sur son jean et en avait ri pendant une semaine. Ce souvenir semblait appartenir à des inconnus maintenant. Pourtant, je ne dis rien. Non pas par confiance, mais parce que j'avais besoin de plus. J'avais besoin de certitude, de preuves, d'une raison qui dépasse un ego blessé et des suppositions nocturnes. J'avais besoin d'être sûr avant de tout brûler. Alors, j'ai attendu. J'ai documenté, j'ai observé et je me suis tu. C'était le genre de matinée qui aurait dû être routinière. Dehors, le ciel était terne, alourdi par ce gris qui étouffe chaque son. Mika était déjà habillé, les dents brossées, le sac à dos fermé, comme s'il était prêt pour une randonnée plutôt qu'un contrôle dentaire. Camille s'était fait discrète depuis le lever du soleil. Il y avait quelque chose à propos d'un appel qu'elle devait prendre sans bruit, et la maison était étrangement silencieuse, comme si elle était attentive. J'ai failli prendre ma voiture. Les freins grinçaient encore un peu, mais ce n'était pas dangereux. Juste un de ces bruits qu'on apprend à ignorer après avoir conduit le même véhicule assez longtemps. Mais Camille avait suggéré qu'on prenne la sienne là. Veille. C'est plus récent, plus sûr, mieux, avait-elle dit sans lever les yeux de sa tablette. Sa voix était un peu rauque, comme si elle me mettait au défi de discuter. Alors, ce matin-là, j'ai suivi son conseil. Mika se tenait à côté de moi sur le porche tandis que je verrouillais la porte d'entrée. Il fredonnait un peu, distrait comme le sont souvent les enfants de 10 ans qui pensent à tout et à rien. Nous avons marché ensemble dans l'allée, ma main posée délicatement sur son épaule, jusqu'à ce que nous atteignions le Range Rover blanc rutilant de Camille. Il était garé dans l'allée, tel un monument à un non-dit. J'ai cliqué sur le porte-clés et les serrures ont grésillé. Les phares ont clignoté. D'accord, dis-je en tendant la main vers la portière passager. Allons-y, mais Mika ne bougea pas. Je me retournai. Il resta figé, figé sur place, comme si ses pieds avaient planté des racines dans le béton. Le bourdonnement cessa. Ses mains se resserrèrent autour des sangles de son sac à dos. Ses yeux étaient fixés sur le SUV,
grands ouverts et vitreux, comme s'il voyait un fantôme au lieu d'une voiture. « Mika » dis-je d'une voix douce. « Tout va bien ?» Il secoua lentement la tête, presque imperceptiblement. Je fis un pas vers lui, inquiète. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il ne quitta pas le véhicule du regard. « Je ne veux pas monter. » Sa voix était si douce que je l'ai presque manqué. Mais la peur qu'elle contenait me frappa violemment. Ce n'était pas une crise de colère ou un refus anodin. C'était autre chose. Pourquoi? Mais je m'accroupis pour essayer de me mettre à sa hauteur, scrutant son visage à la recherche d'indices. « C'est le dentiste? Tu es nerveux? » Il secoua de nouveau la tête. « Mika, parle-moi. » Il se tourna enfin vers moi. Ses lèvres étaient serrées, comme s'il luttait contre quelque chose en lui-même. Puis il murmura, « Papa, regarde dans le coffre. » L'espace d'une seconde, je clignai des yeux. Le coffre? Il acquiesça. Il serrait si fort le sac à dos que ses jointures étaient pâles. Je me levai lentement. Mon pouce était accéléré, résonnant à mes oreilles. Il n'y avait aucune logique dans ses paroles, aucune raison de penser qu'il y avait quelque chose dans le coffre, surtout quelque chose qui valait la peine d'être craint. Mais il tremblait, pas comme un enfant qui dramatise, comme quelqu'un qui a vu quelque chose qu'il ne sait pas porter. Je regardai de nouveau la voiture. L'air matinal me parut soudain plus froid. « Les clés sont dans la cuisine, dis-je doucement. » Mika resta figé sur place tandis que je me retournais vers la maison. Je ne me précipitai pas. J'avançais d'une lenteur délibérée, le poids de chaque pas s'installant plus profondément dans ma poitrine. La porte s'ouvrit avec un bruit sec et j'entrai, le silence de la maison m'enveloppant comme un avertissement. Les clés étaient accrochées au crochet près du réfrigérateur, exactement là où Camille les laissait toujours. Je les ai ramassées, les ai gardées un instant de trop, puis je me suis retourné et suis ressorti. Mika n'avait pas bougé. Je me suis approché du coffre et j'ai appuyé sur le bouton. Le léger clic du loquet résonna trop fort dans le calme matinal. Le coffre s'est soulevé. À l'intérieur, le désordre habituel. Un tapis de yoga soigneusement roulé. Un sac de course Nordstrom rempli de papier de soie, une paire de baskets dans un compartiment en filet. Mais quelque chose se cachait en dessous, caché, mais pas assez bien caché. Un sac de sport noir, petit, solide, déplacé. Je l'ai attrapé lentement comme s'il allait mordre. Je l'ai ouvert. Des liasses de billets me fixaient, emballés dans du papier bulle, serrés en rangées bien nettes comme si elles provenaient d'une saisie de drogue. C'était une fortune. Des dizaines de milliers, peut-être plus. À côté de l'argent se trouvait un téléphone prépayé. Bon marché, laid, avec des bords rayés. Une paire de gants en cuir était en dessous, pliée comme si elle n'avait jamais été portée. Je restais là, paralysé. Le froid de l'argent, réel ou imaginaire, me pénétra les doigts. Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas un accident. Et ce n'était pas nouveau. Je le sentais. La voiture de Camille. Son insistance. Ses disparitions et ses appels mystérieux. Elle avait placé ça là pour une raison. Peut-être pensait-elle que je ne regarderais jamais. Peut-être s'en fichait-elle. Je me retournai. Mika observait toujours, silencieux comme une statue. Ses yeux scrutaient mon visage, à la recherche d'un signe. La panique, la colère, la peur. Je ne lui en donnai aucun. Je refermai lentement le sac, le remettant en place comme si je dissimulais quelque chose de pourri et de sacré. Je refermai le coffre avec un léger bruit sourd. « Viens ici, mon pote, dis-je d'une voix douce mais ferme. » Il s'approcha, les yeux encore emplis de cette connaissance muette. Je posai ma main dans son dos et le guidai vers ma voiture, déverrouillant la portière passager d'un geste sec. Il ne posa pas de questions. Je ne lui donnai pas de réponse. Alors que nous roulions en silence vers le dentiste, le bourdonnement de la route sous nos pieds, je le regardai. Son regard était fixé par la fenêtre, mais il ne regardait pas le paysage. Il réfléchissait, digéra. « Tu as bien fait, Mika » dis-je d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Il ne répondit pas, mais sa main trouva la mienne et la tint un instant. Et cela suffisait. Je ne courus pas dans la maison. Je n'appelai pas Camille ni ne claquai la portière comme j'aurais voulu. Je marchai lentement, méthodiquement,
comme si je montais les marches vers quelque chose de sacré et de dangereux. Parce que c'était bien ça, n'est-ce pas? Un moment dont je ne pourrais jamais revenir. L'air dans mes poumons était lourd, comme s'il avait été échangé contre quelque chose de métallique. Et le regard de Michael, toujours figé, toujours silencieux, le rendait encore plus lourd. Il savait quelque chose. Peut-être pas tout, mais suffisamment pour avoir peur. Assez pour me faire comprendre une vérité qu'il ne voulait pas dire à voix haute. De retour à l'intérieur, la cuisine était propre, encore presque mise en scène. Seul le bourdonnement sourd du réfrigérateur et le léger tic-tac de l'horloge murale résonnaient. Les clés de Camille étaient accrochées là où elle les laissait toujours, sur le crochet en laiton, près du calendrier qu'elle ne mettait jamais à jour. Je suis resté là une seconde, à les fixer, comme si je les touchais, tout allait s'écrouler. Je les ai prises quand même. Dès que je suis sorti, le regard de Mika a croisé le mien. Pas avec des questions, juste avec l'attente. Je n'ai rien dit. Je me suis juste dirigé vers l'arrière de la voiture et j'ai appuyé sur le bouton de la télécommande. Le coffre s'est déverrouillé avec un léger bruit sec, discret mais assourdissant à mes oreilles. Ma main a plané sur le bord avant. De le soulever. Le coffre s'est soulevé lentement, sans à-coups. Tout semblait normal au premier abord. À fleur de peau. Il y avait un tapis de yoga violet soigneusement roulé, le même qu'elle emportait au studio qu'elle avait arrêté de fréquenter des mois auparavant. Un sac de course Nordstrom rempli de papier de soie bleu pâle et ce qui ressemblait à un manteau neuf encore enroulé sur son cintre. Une paire de baskets qu'elle n'avait pas portées. Mais en dessous, juste assez caché pour être invisible au premier coup d'œil, se trouvait un sac de sport, noir, compact, sans étiquette. Je le tirai d'une main prudente. Le nylon refroidit sous mes doigts. Il était plus lourd que prévu. Ni encombrant, mais lourd, d'une manière délibérée. Je le posai sur le bord du coffre et l'ouvris. J'eus le souffle coupé par l'argent. Des liasses, épaisses, compressées, et enveloppées dans des bandes bancaires serrées. Certaines étaient marquées de timbres de banque que je ne connaissais pas. L'odeur de l'argent, du vrai, pas celle des billets de distributeur. Un coup de poing me frappa la poitrine. Sous l'argent se trouvait un téléphone à clapet bon marché, rayé et visiblement utilisé. Je le pris. Il était éteint. Collé à l'intérieur du sac, un petit morceau de papier portait une liste manuscrite de numéros et de noms, dont la plupart ne me disaient rien. Mais un nom me frappa immédiatement, Bryce. Je n'avais pas besoin d'un nom de famille. Je le savais. Sous le téléphone et l'argent se trouvait une paire de gants. En cuir, noir, neuf, mais plié avec soin. Pas pour la mode. Ils n'étaient pas élégants. Ils étaient fonctionnels. Doublés. Indéniablement le genre de gants utilisés pour éviter les empreintes. Je reculai. Mon cœur battait la chamade, mais je gardais un visage neutre. J'ignorais si Camille observait par la fenêtre. Je n'avais encore aucune idée de ce que signifiait ce piège. Argent de la drogue, chantage, une couverture pour quelque chose de pire. Je savais seulement que quoi que ce soit, ce n'était pas impulsif. Il y avait une planification derrière. Des couches. Et si c'était le coffre, je ne voulais pas savoir à quoi ressemblait le reste de l'iceberg. Je regardais Mika. Il n'avait pas bougé. Ses petites mains serraient les bretelles de son sac à dos comme si c'était la seule chose qui le maintenait debout. Quand il vit mon visage, il ne demanda rien. Il me regarda simplement, les yeux écarquillés, remplis d'une envie qui me tordit l'estomac. Pas de peur pour lui-même. La peur pour moi, la peur de ce que cela nous ferait. « Viens ici », dis-je doucement en faisant un geste de la main. Il s'approcha lentement. Lorsqu'il me rejoignit, je m'agenouillai et posai une main sur son épaule. « Tu as déjà vu ça ?» demandai-je. Il hocha la tête une fois. « Tu ne me l'as pas dit. » Je ne savais pas si j'étais censé le faire, murmura-t-il. Je me disais que c'était peut-être juste quelque chose qu'elle gardait pour quelqu'un. J'exhalai bruyamment, essayant de retenir ma voix. Et maintenant, il regarda le sac de sport, puis de nouveau moi. Je ne sais plus quoi penser. Je refermai le sac et le remis exactement là où je l'avais trouvé, m'assurant que tout paraissait intact. Je ne comprenais pas le jeu de Camille, mais je savais une chose, si elle avait caché ça à la vue de tous, soit elle pensait que je ne regarderais jamais, soit elle s'en fichait. Aucune des deux options ne me convenait.
On va prendre ma voiture aujourd'hui, dis-je doucement. Ça te va? Mika hocha la tête. Il ne reprit la parole qu'à mi-chemin, assis dans ma vieille berline aux freins grinçants et aux câbles auxiliaires cassés qui ne laissaient passer que la radio. Maman a des ennuis, demanda-t-il doucement. J'hésitais. Je ne sais pas encore. Mais elle a fait quelque chose de mal, pas vrai? Je le regardais. Il ne posait pas la question comme un enfant en quête de réconfort. Il la posait comme quelqu'un qui connaissait déjà la réponse et qui avait besoin que je la lui dise. Ouais, dis-je enfin. Elle a fait quelque chose de mal. Il baissa les yeux sur ses genoux et joua avec la fermeture éclair de son sac à dos. Est-ce que tout ira bien? Et c'était bien la question, non? Je tendis la main, la pris et la serrai légèrement. C'est vrai, je te le promets. Et à cet instant, je le pensais vraiment. Même si ma tête tournait de questions, même si je ne savais pas dans quoi Camille était mêlée, même si mon instinct me disait que ce n'était que le début, je le pensais quand même parce que maintenant j'avais quelque chose que je n'avais pas avant. J'avais la confiance de Mika et j'avais une raison d'agir. Ce soir-là, après que Camille soit partie sous prétexte d'aller faire les courses, j'ai attendu 5 bonnes minutes après la fermeture de la porte avant de bouger. Je n'ai rien dit, je ne l'ai pas appelé, j'ai juste écouté le bruit décroissant de sa voiture qui quittait l'allée et s'engageait dans la rue. Ce n'était pas la première fois qu'elle faisait des trajets nocturnes ces derniers temps, et ce ne serait probablement pas la dernière. Mais ce soir-là, tout semblait différent. Plus lourd, plus vif, plus fragile. Je savais qu'elle n'allait pas faire les courses. Pas avec un coffre plein de billets et un téléphone jetable caché sous un sac Nordstrom. Mika était dans sa chambre, la lumière de sa lampe de chevet se diffusant sous l'entrebâillement de sa porte. Je suis resté là une seconde, la main en suspens, ne sachant pas comment entamer ce genre de conversation avec une enfant de 10 ans qui en avait déjà trop vu. Puis j'ai frappé 2 fois et j'ai ouvert la porte. Il était assis en tailleur par terre, au milieu d'une ville en Lego à moitié construite. Des gratte-ciels s'appuyaient les uns contre les autres, tels des sentinelles épuisées, et de minuscules figurines étaient éparpillées un peu partout, comme si elles avaient abandonné leur poste en plein combat. Il leva les yeux vers moi, mais ne sourit pas, dis donc, dis-je doucement. Je peux m'asseoir? Il acquiesça, écartant un petit camion de pompiers pour faire de la place. Je m'assis à côté de lui, laissant le silence planer entre nous un instant. Je ne voulais pas le surprendre, je ne voulais pas insister, mais je ne pouvais plus l'ignorer. Tu sais, parfois, on voit, on entend, et on ne sait pas trop ce qu'ils veulent dire. Commençai-je, mais on s'en souvient quand même. Il s'arrêta alors qu'il attachait un bloc bleu à une tour. Ouais. J'ai pris une pièce de Lego et je l'ai roulée entre mes doigts. Aujourd'hui, quand tu m'as dit de regarder dans le coffre, c'était courageux, Mika. Je veux que tu saches que tu m'as fait confiance, et ça veut tout dire. Il baissa les yeux vers ses mains. Je ne voulais attirer d'ennui à personne. Je sais, dis-je. Mais parfois, dire la vérité permet de rester en sécurité. Il se tut à nouveau. J'attendis. Puis il murmura. Je l'entendis parler. Je ne bougeais pas. De quoi exactement? De l'argent, du sac et de l'autre téléphone. Sa voix était monotone, mais ses mains s'agitaient sur ses genoux. Elle était au téléphone. Je crois qu'elle pensait que je dormais. J'étais dans le couloir parce que j'avais oublié mon devoir de maths dans la cuisine. Je ne voulais pas écouter. Ce n'est rien, dis-je doucement. Tu n'as rien fait de mal. Il hocha la tête. Elle était furieuse. Elle hurlait à voix basse. Elle dit quelque chose comme « Il ne le saura pas avant qu'il ne soit trop tard ». Puis elle rit. Pas un rire drôle, plutôt méchant. Je sentis une boule dans ma poitrine, mais je gardai mon expression impassible. A-t-elle dit à qui elle parlait? Il hésita. Un nom? Bryce. Je repense à ce nom. Je fermai brièvement les yeux. Tu es sûr? Il hocha la tête. Elle a dit quelque chose comme quoi il avait les nouveaux papiers du bail et que c'était mieux avec son nom de jeune fille. Elle a dit plus propre comme ça. La colère qui a monté en moi a été instantanée, mais silencieuse. Glaciale. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas juré. Je suis restée assise là, entourée de briques en plastique et des échos d'un mariage qui se défait dans la voix d'un enfant. Mika, ai-je dit au bout d'un moment. Tu sais ce que signifie le mot « escapade » ?
Il a froncé les sourcils. Comme des vacances. J'ai souri légèrement. Parfois, mais pas toujours. Il m'a regardé. Elle a dit ça aussi. Au téléphone, quelque chose comme « Je m'assurerai que l'escapade soit prête ». J'ai cru que ça voulait dire un voyage. Comme si on allait quelque part. J'ai ravalé la boule dans ma gorge. Non, mais je ne pense pas qu'elle parlait de nous. Il est resté silencieux un long moment. Puis il a dit « Tu vas lui dire que je te l'ai dit ?» Je l'ai regardé attentivement. « Tu veux que je le fasse ?» Il a secoué la tête vivement. « S'il te plaît, ne le fais pas », j'ai hoché la tête. « D'accord, je ne le ferai pas. » Je me suis penché vers lui et je l'ai serré dans mes bras. Il a hésité, puis a enfoui sa tête dans ma poitrine. Je sentais ses petites épaules tendues, essayant de se détendre. J'étais bouleversé de savoir qu'il avait erré avec cette peur, cette confusion, essayant de donner un sens à un monde qui avait changé sans prévenir. « Tu as bien fait », ai-je murmuré dans ses cheveux. « Je suis fier de toi. » « Va-t-elle se fâcher ?» a-t-il demandé. « Peut-être », ai-je répondu honnêtement. « Mais ce n'est pas ta faute. Les adultes font leur propre choix. » Il renifla une fois et hocha la tête contre moi. Je restai assise ainsi avec lui un long moment, jusqu'à ce que sa respiration ralentisse et que son corps s'assouplisse. Je le guidai de nouveau dans son lit et tirai les couvertures sur lui, les bordant comme je le faisais quand il était petit et avait peur du noir. Après avoir éteint la lampe et être sorti dans le couloir, j'ai refermé la porte derrière moi lentement, doucement. Dans le salon, je m'assis et fixai l'écran de télévision vide. Mon reflet me regardait, fatigué, dans l'ombre, usé. Voilà donc ce qu'il en était. Bryce Randall, le faux bail, le téléphone jetable de Camille, le coffre rempli d'argent liquide, les menaces murmurées que mon fils avait entendues dans les espaces silencieux entre les pièces. Ce n'était pas seulement une infidélité. Ce n'était même pas une simple trahison. C'était une opération, un plan, un complot en bonne et due forme qu'elle n'aurait jamais imaginé impliquer les yeux ou les oreilles de notre fils. Mais Mika avait vu, il avait entendu. Il savait. Et au lieu de le cacher, il est venu à moi. Elle ne s'attendait pas à ça. Je me suis levé et suis allé à la cuisine, j'ai ouvert le tiroir où nous gardions les chargeurs de téléphone supplémentaires et j'ai trouvé le vieil enregistreur vocal que j'utilisais quand je travaillais en freelance pour des enquêtes de sécurité. Il fonctionnait encore. Si Camille voulait des secrets, je pouvais en garder quelques-uns maintenant, et je serais prête. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas vraiment. Je me suis allongé dans le lit à côté de Camille après son retour de sa prétendue tournée des magasins. Son souffle était calme, son corps détourné de moi. Elle ne parlait pas. Moi non plus. Je gardais les yeux rivés au plafond, attendant que quelque chose, n'importe quoi, me redevienne familier. Mais rien ne venait. Ni le rythme de sa respiration, ni le léger parfum persistant dans les draps. Même le silence entre nous avait changé. Il était occasionnel, naturel, mais maintenant il était tactique, comme deux personnes jouant aux échecs dans le noir. À 4h43, je me suis levé. Je n'ai pas pris la peine de faire semblant d'aller aux toilettes. Je suis sorti. J'ai quitté la chambre et j'ai refermé doucement la porte derrière moi, puis je suis allé à la cuisine où j'avais caché le téléphone prépayé dans le sac de sport noir, dans une armoire verrouillée sous l'évier. Je l'ai sorti, l'ai posé sur le comptoir comme une preuve au procès, et l'ai contemplé dans le silence de l'aube. J'avais besoin d'aide. Pas de la police. Pas encore. Je n'étais pas prêt à faire exploser cette affaire sans stratégie. J'avais besoin de quelqu'un en qui j'ai confiance, quelqu'un qui ne poserait pas de questions stupides, qui pourrait creuser sans attirer l'attention. Cela voulait dire Santiago. Luis Santiago avait servi avec moi à l'étranger avant que sa blessure ne mette fin à sa carrière militaire. Il était désormais en plein dans le secteur privé, dirigeant le renseignement informatique et la sécurité des actifs pour une entreprise dont le gouvernement ne voulait pas toujours que son nom soit associé. Nous ne nous étions pas parlé depuis 6 mois, mais je savais qu'il répondrait, surtout quand j'ai utilisé la phrase que nous avions convenue il y a longtemps. J'ai besoin d'un regard calme. Je lui ai envoyé un SMS. 3 minutes plus tard, il a répondu. Vous avez une ligne ? Je lui ai envoyé une photo du téléphone prépayé et la feuille. Avec les noms et les numéros griffonnés. Il a répondu instantanément. Exécuté ? Oui, ai-je ajouté.
Et j'aurais besoin d'une vérification pour un certain Bryce Randall. Recoupement avec l'ancien emploi de Camille, Seven Lop Media. J'ai préparé du café et attendu. Mika est sorti de sa chambre en traînant les pieds 1 heure plus tard, se frottant les yeux. « Tu es debout tôt » a-t-il marmonné. « Je pourrais te dire la même chose » ai-je répondu en lui tendant une tranche de pain grillé. Il n'a pas posé de questions sur la nuit dernière, et je n'ai pas insisté. Il y avait désormais une compréhension mutuelle. Tacite, mais solide. Il m'avait donné quelque chose de fragile, et je le protégeais. C'est comme ça que nous allions avancer. À midi, Santiago m'a envoyé un paquet de données chiffrées avec son cadenas signature. Je l'ai ouvert sur mon ordinateur portable professionnel, les mains tremblantes. Il n'a pas déçu. Le numéro du téléphone jetable était enregistré sur un compte fictif, comme prévu. Mais les journaux d'appel, eux, étaient bien réels. Plus de 60 appels au cours des 2 derniers mois, la plupart sortants. Des dizaines à Bryce Randall. Quelques contacts non répertoriés liés à des sociétés écrans connues, dont l'une avait une piste douteuse liée au blanchiment d'argent et à la fraude interétatique. Le nom de Camille n'apparaissait jamais directement, mais l'un des contrats de location de la propriété liée au SUV avait été signé sous son nom de jeune fille, Camille Dorsey. C'était la clé. Le masque qu'elle pensait que personne ne verrait derrière. J'ai tout imprimé. Les journaux de bord, le bail, les métadonnées du téléphone, les captures d'écran des frais, la liste des noms, et même les coordonnées GPS horodatées des reçus Uber liés à des adresses éloignées de toute épicerie. Puis j'ai appelé mon frère. Darren travaillait à temps partiel au bureau du procureur du centre-ville. Rien de prestigieux, surtout de la recherche et des tâches administratives, mais il avait accès à des personnes qui savaient comment faire avancer les choses. Je lui ai dit ce que j'avais. Je ne lui ai pas demandé d'agir. Je lui ai juste demandé d'en garder une copie au cas où les choses tourneraient mal. Darren ne posait pas beaucoup de questions. Il avait toujours eu un 6e sens pour détecter les inhibitions. Quelque chose d'explosif. Où est Camille en ce moment? Il m'a demandé. Au travail soi-disant, j'ai dit qu'elle avait un travail. Elle me dit qu'elle le fait. Un long silence. Ensuite, envoyez tout. J'ai téléchargé les fichiers dans un dossier crypté partagé, puis je les ai soutenus jusqu'à 1 pouce et je les cachais sous un plancher lâche dans le placard de manteau. Paranoïaque peut-être, mais j'avais fini de supposer que les choses allaient simplement souffler. Cet après-midi, je me suis rendu dans un centre de copie à Troisville et j'ai eu le dossier professionnellement lié. Un pour moi, un pour Darren, celui que j'ai gardé dans ma voiture, scellé dans une enveloppe de manille. Camille a envoyé un texto vers 6 heures, en retard. N'attendez pas. Je n'ai pas répondu. Je me suis assis à la table de la cuisine sous la lueur jaune du plafond, le dossier devant moi. Je n'étais plus en colère. J'étais clair, concentré. Il ne s'agissait pas de sauver le mariage. Ce navire avait déjà pris feu. Il s'agissait de protéger Mika, de mettre la table avant le coup de tempête. Camille planifiait quelque chose, une sortie, peut-être plus. Et elle pensait j'étais trop fatigué, trop confiant ou trop préoccupé pour le remarquer. Elle m'a sous-estimé. J'ai rappelé Santiago. Pouvez-vous suivre où ce téléphone a été actif? J'ai demandé. Déjà fait. Le dernier ping était il y a 2 nuits. Installation de stockage du côté est. Loué sous. Devinez quoi? Bryce Randall. Vous voulez une traction vidéo? Ouais. Tout. Temps d'entrée. Hits de plaque d'immatriculation. Tout ce que vous pouvez saisir. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas que je boucle dans quelqu'un de fonctionnaire? Pas encore. Je veux voir jusqu'où elle est prête à aller en premier. Cette nuit-là, j'ai attendu que Mika dormait et je suis entré dans notre chambre avec l'enveloppe à la main. Camille n'était pas encore de retour. J'ai ouvert le tiroir de ma table de nuit et j'ai placé le dossier à l'intérieur. Puis je me suis assis sur le lit. Les roues tournaient maintenant. La structure était en place. Ce n'était pas une vengeance. C'était la remise en état, le contrôle, la stratégie. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas casser les choses ou jeter des ultimatums. J'allais construire un cas pour qu'elle s'étoufferait. Son propre plan. Parce que si Camille voulait traiter cette vie comme un con, je pourrais la battre à son propre jeu. Je n'ai pas explosé. J'ai construit tranquillement,
soigneusement, et quand le moment venait, je frappais. Pas avec les poings, mais avec une preuve. Camille est rentrée à la maison 3 jours plus tard, plus tôt que prévu. C'était un vendredi. Le ciel était couvert, et je me souviens de l'heure exacte parce que je me suis juste versé une tasse de café et que j'avais à peine pris une gorgée quand j'ai entendu la voiture se mettre dans l'allée. Elle n'était pas due au moins pendant encore 1 heure. C'est ce qu'elle m'a envoyé un texto. Exécuter des courses. Pourrait s'arrêter à la place de la sœur de Camille. Un autre itinéraire vague dans une série de demi-mèches. Je n'ai pas déménagé tout de suite. Je me tenais là dans la cuisine, tasse à la main, fixant le dossier de Manille assis sur la table à manger comme une arme chargée. Il n'était même plus fermé. Les documents ont été étirés sur les tirages de journaux d'appel, les métadonnées du téléphone en brûleur, le bail signé sous son nom de jeune fille et 2 photos j'ai imprimées ce matin-là à partir du poteau d'alimentation de sécurité de Santiago. Camille se tenant à l'extérieur d'une unité de stockage de soie, regardant par-dessus son épaule comme si elle savait qu'elle était surveillée. La porte s'ouvrit, ses talons cliquaient contre le sol, tranchant et délibérés. Elle entra avec un petit sac à provisions, ses lunettes de soleil perchées sur sa tête comme une couronne. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste attendu. Elle a fait 2 pas dans la pièce et s'est arrêtée froide. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle comme un rétrécissement en atterrissant sur les papiers. Je n'ai rien dit au début. Je viens de tendre la main, j'ai tapé le dossier et je l'ai glissé à travers la table vers elle. Lisez-le. Ses doigts tremblaient alors qu'elle atteignit les documents. Elle les a basculés lentement au début, puis plus vite. Les journaux d'appel, les captures d'écran, les photos. Je les regardais, ils ont vu le moment exact où elle a reconnu que ses secrets n'étaient plus soupçonnés. Moi? Non, dis-je uniformément. Notre fils avait peur. C'est pourquoi j'ai commencé à chercher. Et quand j'ai regardé, c'est ce que j'ai trouvé. Sa bouche s'ouvrit légèrement, mais rien ne sortait. Elle a placé le sac à provisions sur le sol comme s'il s'était soudainement élevé. J'ai secoué la tête. Non, Mika l'a fait parce qu'il ne se sentait pas en sécurité. Il ne comprenait pas ce qu'il voyait, mais il en savait assez pour avoir peur. Il en savait assez pour venir me voir. Cela l'a frappé fort. Son expression craquait. Mika, tu l'as fait ton belvédère, dis-je, voix calme mais ferme. Il a vu l'argent. Il vous a entendu au téléphone. Il vous a entendu dire qu'il ne saura pas tant qu'il n'est pas trop tard. Il vous a entendu parler d'une escapade. Vous pensez que les enfants n'écoutent pas? Vous pensez qu'ils ne remarquent pas quand leur maman se déplace comme si elle répétait un acte de disparition? Elle recula comme si je l'avais giflée. Ses lèvres se sont séparées puis se fermèrent à nouveau. Ses yeux se détachaient dans la pièce comme s'il cherchait une route d'évasion qui n'existait pas. Je peux expliquer, il chuchota finalement. Pouvez-vous? Je ne voulais pas que ça arrive aussi. Qu'est-ce que cela signifie même? J'ai demandé à repousser la table. Vous avez loué une voiture sous votre nom de jeune fille. Vous avez utilisé un téléphone en brûleur. Vous aviez un sac plein d'argent et de gants introuvables dans votre coffre. Vous avez passé des dizaines d'appels à Bryce Randall, qui, soit dit en passant, fait maintenant l'objet d'une enquête grâce aux sociétés écrans auxquelles il a été lié. Alors dis-moi, Camille, jusqu'où as-tu pensé que ça irait? Elle coulait dans la chaise la plus proche, la main tremblant alors qu'elle brossait les cheveux derrière son oreille. Vous ne comprenez pas. Alors aidez-moi, dis-je. Aidez-moi à comprendre pourquoi la femme que j'ai épousée a joué 2 vies et utilise notre enfant comme bouclier. Il y avait du silence. Battant épais. Elle a finalement parlé. Cela a commencé après avoir quitté Sevenlope. Bryce m'a offert des travaux de consultation. Dit que c'était hors des livres, mais bon argent, juste des recherches, une stratégie. Ensuite, il est devenu plus de trésorerie, d'exécution de la logistique, de choses que je ne voulais pas comprendre trop profondément, mais l'argent était bon. Et vous travailliez toujours fatigué. J'avais besoin de quelque chose. J'avais besoin de me sentir utile. Je me moquais. Leçon involontaire. Ainsi, vous avez signé de faux baux et pris des réunions dans des unités de stockage. Ce n'était pas censé être pour toujours. Vraiment, car il semble que vous créiez une stratégie de sortie. Je n'allais pas partir, Mika, dit-elle rapidement. Je jure à Dieu, vous me quittez, cependant. Elle n'a pas répondu.
J'ai pris une respiration, puis je me suis penché. Vous avez franchi une ligne. Et tu ne me suis pas juste fait pour me faire. Vous lui avez fait. C'est lui qui a trouvé le sac. C'est lui qui a dû me demander ce qu'était une escapade. Ses yeux se remplissaient de larmes, mais je ne me sentais pas ému par eux. Pas cette fois. Je n'ai jamais voulu le blesser, a-t-elle dit. Alors pourquoi l'impliquer? Elle était à nouveau silencieuse, pliant et dépliant le bord d'un reçu qu'elle avait tiré du sac à provisions. Ses mains se déplaçaient automatiquement comme si elle avait besoin de quelque chose à faire. J'avais peur, a-t-elle finalement dit. Bryce a commencé à devenir arrogant, menaçant, a même dit que si je retenais, vous donneriez l'impression que c'était tout moi. Dit que je descendrais seul. Alors tu as pensé quoi? Cachez-le et espérez qu'il a disparu. Je pensais que je pourrais peut-être le rembourser et couper des liens. Un autre accord, une autre transaction, mais il a continué à s'accumuler. La voiture, ce n'était pas pour moi. Cela faisait partie de l'image dont il avait besoin. A dit que cela a aidé à la légitimité. Vous avez blanchi. Elle ne l'a pas nié. Je fixa simplement le sol comme si la vérité était trop laide pour rencontrer mes yeux. Je me tenais là en regardant la femme que je pensais savoir démêler en temps réel. Et puis j'ai dit la chose qui a tout changé. J'ai déjà tout envoyé à mon avocat et à mon frère au bureau du DA. Sa tête se relevait. Quoi? Ce n'est plus seulement nous, Camille. Il s'agit de Micah, de le protéger. À s'assurer qu'il ne se fait pas dans quelque chose qu'il ne comprend pas. Tu me fais ça? Je le fais pour lui. Son souffle est venu vite maintenant. Peu profond et inégal. Tu ne peux pas me prendre. Je ne te prends pas de toi, dis-je. Vous l'avez donné au moment où vous l'avez utilisé comme couverture pour un crime. Et avec cela, je me suis retourné et je suis sorti de la pièce, la laissant seule avec les preuves et les conséquences. L'audience a été fixée pour un mercredi matin. Un fait qui ressemblait plus à une phrase qu'à une date. Le palais de justice n'était pas grand. Camille ne m'avait pas regardé une fois depuis que nous nous sommes assis dans les coins opposés de la zone d'attente. Son avocat, un homme nerveux dans un costume trop cher, s'est penché vers elle de temps en temps avec des chuchotements que je n'avais pas besoin d'entendre pour comprendre. Il travaillait un angle, essayant de changer le blâme, essayant de transformer la fumée en miroir. Camille avait déposé une pétition affirmant que je manipulais Micah, affirmant que je contrôlais, émotionnellement distant, voire hostile. Elle a dit que j'avais tourné notre fils contre elle par dépit. Mais ce qu'elle ne réalisait pas, ce qu'elle n'avait toujours pas accepté, c'est que Micah n'était pas un pion. Ce n'était pas une arme. C'était un garçon qui aimait ses deux parents jusqu'à ce que l'un d'eux lui donne une raison de douter de son amour. Mon avocat, mademoiselle Harding, s'est assis à côté de moi. Calme, concentré. Un ancien procureur du plaidoyer pour les enfants maintenant en cabinet privé, elle avait examiné les preuves que j'ai collectées, les journaux d'appel, le bail signé sous le nom de jeune fille de Camille, le lien téléphonique du brûleur à Bryce Randall, l'argent. Elle avait des copies de tout, y compris les déclarations de Micah à notre conseiller familial. Elle n'a pas postulé. Elle n'a pas menacé. Elle s'est simplement préparée. Ils ont appelé notre affaire à 10h04. Micah avait déjà été emmené dans une salle privée avec un conseiller commis en fonction du tribunal. Il n'aimait pas que les enfants témoignent en audience ouverte à moins que cela ne soit absolument nécessaire, et j'en ai été reconnaissant. Vous ne devriez pas avoir à voir ce qui allait se passer. Nous nous tenions devant le juge, une femme nommée Eleanor Kinley. Cheveux argentés dans un chignon serré, des yeux gris perçants et un air non décis qui m'a rappelé un sergent de forage. Elle a traversé notre dossier avec les mêmes soins que l'on pourrait donner aux explosifs non armés. Monsieur Alden, a-t-elle dit, s'adressant d'abord à moi. Vous demandez une garde complète temporaire de votre fils, Micah, épinglant une enquête sur l'inconduite présumée de votre conjoint. Oui, votre honneur, dis-je clairement, la voix stable. Et Madame Alden, le juge Kinley a poursuivi, se tournant vers Camille. Vous demandez une garde partagée, mais contestez les allégations d'inconduite et affirmez que votre mari est émotionnellement coercitif. Camille hocha la tête. Oui, votre honneur. Il a tourné Micah contre moi. Il lui nourrit des mensonges, le faisant peur de moi. Kinley n'avait pas l'air impressionné. Nous allons commencer par le pétitionnaire, a-t-elle dit, faisant un geste pour Miss Harding.
Mon avocat s'est levé et a marché en toute confiance vers le devant. Votre honneur, les faits ne sont pas ambigus ici. Nous avons une documentation prouvant que Madame Alden a signé un bail de véhicule de luxe sous un faux nom. Nous avons des preuves numériques de sa communication avec Bryce Randall, un associé connu sous enquête pour des crimes financiers. Nous avons des preuves photographiques de Madame Alden conduite dans la maison à chuter dans son siège. Kinley a levé une main, les faisant taire tous les deux. Micah Alden ce matin. Les portes de la cour ont ouvert. Une femme dans la cinquantaine est entrée dans un petit bloc-notes. Elle s'est présentée comme Monsieur Caroline Eves, spécialiste des enfants. J'ai rencontré Micah Alden pendant 40 minutes ce matin. Elle a commencé. C'est un enfant de 10 ans brillant et émotionnel. Initialement gardé, mais très clair dans ses réponses une fois qu'il se sentait en sécurité. Veuillez partager les parties pertinentes de votre évaluation, a déclaré le juge Kinley. Madame a basculé sur une page et a lu. Interrogée sur son environnement de vie, Micah a déclaré « Ma mère murmure beaucoup au téléphone. » Elle a dit « Papa est stupide et ne saura pas qu'elle part avant qu'il ne soit trop tard. » Elle a dit que Bryce est son avenir. Il a également exprimé sa peur lorsqu'il faisait référence à un sac noir dans le coffre de la voiture de sa mère, déclarant « Je ne savais pas si c'était quelque chose qui blesserait quelqu'un, mais cela m'a fait me sentir mal dans mon estomac. » La main de Camille s'enflammait vers sa bouche. Son avocat avait l'air aveugle. Madame Sives a poursuivi, Micah ne semblait pas entraînée ou invitée. Son langage était authentique et ses préoccupations étaient conformes à l'anxiété et à la détresse émotionnelle liée à l'instabilité des parents perçus. La salle d'audience était silencieuse. Le juge Kinley a tapé son stylo 2 fois, puis a déclaré « Je vais être honnête. Je ne prends pas les changements de garde à vue à la légère, surtout pas sur la base des premières allégations d'audition, mais c'est différent. C'est un garçon de 10 ans qui a peur, non pas parce que quelqu'un lui a dit d'être, mais parce qu'il a vu votre crédibilité, il a effrayé et a entendu les choses qu'il ne devrait pas entendre. » Mais le juge l'a immédiatement. En avant. Pointant de serrer la main. « Vous pensez que vous gagnez? Vous l'avez empoisonné. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas parlé. Je me tenais immobile alors qu'elle était escortée, sa voix faisant écho au mur du palais de justice stérile. Micah m'a rencontré dans le couloir 20 minutes plus tard. Il me regarda, incertain. Cela a-t-il fonctionné? Je me suis accroupi et j'ai souri. Ouais, mon pote. Tu restes avec moi pour le moment. Il acquiesça lentement. Est-elle folle? Elle est confuse, dis-je. Mais elle ne va pas te faire de mal. Jamais. Il se pencha en moi, enroulant ses bras autour de mon cou. Et à ce moment-là, je savais que ce n'était pas seulement une victoire devant le tribunal. Ce fut le premier véritable pas vers la paix. La lettre est venue un mardi. Pas d'avertissement, pas d'adresse de retour. Juste une enveloppe ordinaire légèrement bac aux coins assis dans notre boîte aux lettres entre une facture de câble et un dépliant de coupons d'un joint de pizza local. J'ai reconnu l'écriture manuscrite instantanément, la légère inclinaison vers la gauche, la façon dont elle a bouclé ses bras comme si elle essayait de les rendre plus jolis qu'eux. Camille avait toujours été de cette façon, préoccupée par les apparences, par le polonais. Même maintenant, après les ordonnances judiciaires et la salle d'audience qui hurle et superviser la visite pour laquelle elle ne s'est jamais présentée, elle a toujours trouvé un moyen de rendre ses mots présentables. Je me tenais là pendant 1 minute avec l'enveloppe dans ma main. Mon autre holding de Micah sac à dos. Il était à l'intérieur probablement au micro-ondes restant des gaufres et en fredonnant à lui-même. Il l'avait fait plus récemment, fredonnant. C'était calme et sans but, mais c'était comme de l'espoir, comme la guérison. La lettre pesait plus qu'elle n'aurait dû. Peut-être parce que je savais que ce n'était pas des excuses. Pas un vrai. Camille avait déjà raté sa 3e visite supervisée. Pas d'appel, pas de texte, juste du silence, un type délibéré, le genre qui vous appuyait avec tout son poids et demande « Combien pouvez-vous porter plus avant de vous effondrer ?» Je suis entré à l'intérieur et j'ai glissé la lettre dans la poche de ma veste. Je ne voulais pas que Micah le voie. Il ne posait plus sur elle aussi souvent, et quand il l'a fait, les questions étaient courtes et tranquillement rembourrées de culpabilité. Va-t-elle bien? Ou pensez-vous qu'elle m'aime toujours? J'ai répondu doucement. Honnêtement, je lui ai toujours dit la vérité, même quand ça faisait mal, surtout quand ça faisait mal. Parce que si Camille m'apprenait quelque chose, c'est que les mensonges pourraient vous protéger à court terme,
mais ils pourrirent tout de l'intérieur. Plus tard dans la soirée, après que Mika s'est endormie, je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai ouvert la lettre sous la lueur jaune douce du pendentif. La première ligne était son nom, griffonné dans le coin supérieur comme une signature oubliée. Ensuite, je n'ai jamais voulu que Mika envoie. J'ai regardé les mots pendant longtemps avant de continuer. Ce n'était pas censé être comme ça. Je voulais juste plus. Vous travaillez, vous dormez, vous ne me remarquez jamais. C'était là. La lame glissa entre les côtes. J'ai continué à lire. Bryce m'a remarqué. Il a posé des questions. Il m'a dit que j'étais intelligent, que je perdais mon temps dans cette maison pendant que vous regardiez les feuilles de calcul et lisiez les histoires au coucher. Il m'a fait sentir vu, mais c'était stupide. Je vois ça maintenant. Les pince-rocs sont devenus plus lourds au milieu de la page, l'encre plus sombre comme si elle avait appuyé plus fort quand elle a écrit. Vous gagnez. Je ne sais pas ce que cela signifie à long terme, mais vous le faites. Vous aviez raison sur tout. Je courais. Je construisais quelque chose derrière votre dos parce que je ne savais plus comment demander quoi que ce soit. Puis vint la dernière ligne. Ne le faites pas de me détester. J'ai plié la lettre une fois parfaitement comme si je fermais un chapitre dans un livre que je ne voulais plus finir. Je me suis assis là pendant un moment, le papier encore chaud de mes mains. Cela n'a rien changé. Pas vraiment. Il n'y a eu aucune confession de crime, aucune demande de pardon, juste une faible reconnaissance, une façon en revers de dire que j'ai perdu. Mais ce n'était pas un jeu. Pas pour moi, pas à Mika. Il n'avait jamais été de gagner. C'était une question de confiance. Et elle l'avait cassé. J'ai placé la lettre dans la petite boîte de verrouillage inifuge sous les escaliers où j'ai gardé des documents judiciaires, des dossiers médicaux et une clé USB remplie de toutes les preuves que je espérais que je n'aurais plus besoin. Certaines blessures n'ont pas besoin de réponse, juste du temps et du calme. Le lendemain, Mika a demandé s'il pouvait écrire une lettre à sa mère. Nous étions assis au parc, ses baskets se déplaçant à travers le gravier alors qu'il donnait un coup de pied dans un ballon de football entre nous. Pourquoi ? Ai-je demandé doucement. Parce que je ne veux pas qu'elle pense que je l'ai oublié. J'ai hoché la tête. Voulez-vous que je vous aide à l'écrire ? Non, a-t-il dit. Je veux juste lui dire que je me souviens. Cette nuit-là, il s'est assis à la table de la cuisine avec un stylo bleu et une feuille de papier à mouche. Je n'ai pas plané. Je n'ai pas lu par-dessus son épaule. Quand il a fini, il l'a plié en deux et me le remit sans un mot. Voulez-vous que je le posterai ? Il secoua la tête. Non, gardez-le quelque part au cas où elle reviendra jamais. Donc, je l'ai mis dans la même boîte de verrouillage à côté de la lettre de Camille. Peu importait qu'elle revienne. Les mots avaient été écrits, et parfois cela suffit. Les jours sont devenus plus silencieux après cela. Pas d'une manière creux, mais d'une manière de guérison. L'absence de chaos était son propre genre de paix. Mika a recommencé à dormir toute la nuit. J'ai arrêté de vérifier la rue pour sa voiture. J'ai arrêté de tressaillir chaque fois que la sonnette retentit. J'ai recommencé à respirer. Un soir, Mika et moi nettoyions le garage. De vieilles boîtes, des lampes cassées, un basket plat. Il a montré une pile dans le coin et a demandé, « Pouvons-nous le jeter ?» C'était une boîte étiquetée Camille, dans le bureau à domicile. Je l'ai regardée pendant longtemps. « Pas encore, dis-je. »« D'accord, » répondit-il sans pousser parce que certaines fins n'ont pas besoin de flammes, juste la fermeture. Et nous y arrivions lentement, régulièrement, un morceau de silence à la fois. Patch, mais n'a jamais réussi. Et le rétroviseur qui tremblait chaque fois que je roule sur les fenêtres. Ce n'était pas beau, mais c'était le nôtre. Honnête, fiable, comme une vérité obstinée que vous apprenez à aimer. Mika se tenait à côté de moi alors que nous sortions de la maison ce matin-là. Il était plus grand maintenant, presque à mon épaule, qu'il aimait signaler chaque fois que nous passions un miroir. Il a ajusté les sangles de son sac à dos et a atteint ma main sans me regarder. Je lui ai donné une petite pression et nous nous sommes dirigés vers la voiture comme nous l'avons toujours fait. Puis je l'ai vu, un SUV blanc garé de l'autre côté de la rue. Pas un Range Rover cette fois, quelque chose de plus récent, plus élégant. Alex Lexus, peut-être poli à une brillance qui criait une salle d'exposition. Il n'y avait rien de suspect à la surface. Ce n'était pas illégal de posséder une voiture blanche,
mais la main de Mika se tenait à l'esprit, la seconde où ses yeux ont atterri dessus. Ses pas ralentissaient, sa tête inclinée un peu, comme s'il se préparait pour qu'un souvenir se bloque. « Ça va, mon pote ?» ai-je demandé doucement. Il ne parlait pas au début. Je regarda juste, puis doucement, a-t-il dit. Cette couleur rend mon estomac bizarre. J'ai à nouveau suivi son regard vers le SUV. Ce n'était pas celui de Camille. Je savais que l'assiette ne correspondait pas, et c'était trop nouveau. Mais la ressemblance était suffisante. L'association était trop forte. Je me suis tourné vers lui, a placé une main sur son épaule et a dit, « Nous allons bien. » Ce n'est plus notre histoire. Il m'a regardé, à la recherche de quelque chose derrière mes yeux. Rassurance, sécurité et peut-être quelque chose de confirmation plus profonde que même si les fantômes s'attardaient toujours, ils ne nous possédaient pas. Des crêpes pour le dîner ce soir? Seulement si je reçois de la crème fouettée supplémentaire, dis-je avec un sourire narquois. Il souriait. Deal. Alors que nous étions partis, le SUV de l'autre côté de la rue ne bougeait pas écouté. Mon esprit a dérivé. Pas à Camille, mais à toutes les versions de moi qui s'étaient une fois garées dans cette même allée, croyant aux illusions. L'homme qui voulait croire le silence signifiait la paix. L'homme qui a regardé dans l'autre sens parce que faire face à la vérité pourrait tout brûler. L'homme qui pensait que la loyauté était suffisante pour garder quelque chose entier. Cet homme était parti maintenant. À sa place se tenait quelqu'un de plus mesuré. Pas plus difficile, mais trempé, plus net. Je ne vivais plus avec un œil sur la sortie. Je n'attendais pas que la ligne suivante glisse à travers la porte enveloppée de parfums et d'alibis de fin de nuit. Ce chapitre s'était terminé par le feu, dans les salles d'audience, dans des lettres extinctes pliées avec regret. Et maintenant c'était plus silencieux. Pas vide, juste silencieux. La maison était plus petite sans le mouvement constant de Camille, son parfum s'attardant dans le couloir, ses listes de lecture faisant écho aux carreaux de cuisine, mais c'était aussi plus honnête. Il n'y avait pas d'appel téléphonique chuchoté à huis clos. Pas de deuxième devine de chaque réception de la poubelle. Mika avait commencé à dormir avec la porte ouverte, et j'avais arrêté de vérifier les serrures 2 fois par nuit. Il s'avère que la guérison n'est pas en fanfare. Il ne frappe pas à la porte et ne se présente pas. Il se glisse lentement, comme la lumière du soleil traversant le sol. Vous ne le remarquez pas au début. Puis un jour, vous vous rendez compte que vous vous tenez dedans. Le week-end est venu et Mika m'a aidé à laver la voiture. Il portait mon meilleur père surdimensionné jamais comme une cape, pulvérisant plus d'eau sur lui-même que la voiture. Nous avons ri. Nous avons explosé de la musique. Il m'a dit qu'il voulait apprendre à faire des crêpes sans les brûler. J'ai dit que nous commencerions avec des œufs brouillés et que nous ferions des œufs brouillés. Cette nuit-là, alors que je chargeais le lave-vaisselle, il est apparu dans l'embrasure de la porte. Papa, ouais. Pensez-vous que maman nous aimait vraiment? Je me séchais les mains, je me suis accroupi et je me suis accroupi à côté de lui. Je pense qu'elle nous aimait de la seule façon dont elle savait comment, ai-je dit. Mais parfois, l'amour n'est pas suffisant quand les gens sont effrayés ou égoïstes ou cassés. Il a hoché la tête, mâché sur le monde de sa joue comme il n'essayait pas de la vie. Cela.